Sponsorisé par PCBWay. Ceci est un potentiomètre, c'est une résistance variable. Il peut avoir plusieurs formes et tailles. On peut les insérer dans des bancs de test, y connecter des fils, y souder des fils ou les souder sur des circuits imprimés. Il possède habituellement une molette, un curseur ou une vis ajustable permettant de modifier la résistance du composant. Ils sont représentés comme cela sur les dessins techniques. On peut les utiliser pour ajuster manuellement la tension ou le courant dans un circuit. Quand on les utilise pour ajuster le courant, on les appelle des rhéostats. J'expliquerai plus tard dans la vidéo comment les utiliser. Vous voyez cette manette? Le joystick est équipé de deux potentiomètres. L'un d'entre eux mesure les mouvements de haut en bas et l'autre les mouvements de gauche à droite. Ceci est un servomoteur, utilisé en robotique. À l'intérieur, on trouve également un potentiomètre qui permet de vérifier et de contrôler la position du bras. Cette radio utilise un potentiomètre pour contrôler le volume. Cette alimentation à courant continu utilise un potentiomètre pour contrôler la tension d'alimentation. Cet équipement audio utilise un potentiomètre à glissière. Dans quels autres cas avez-vous pu voir l'utilisation d'un potentiomètre? Laissez un commentaire sous la vidéo pour partager votre expérience. Ok, alors comment fonctionne-t-il? En regardant un potentiomètre rotatif, on remarque qu'il est équipé à l'arrière d'un boîtier protecteur en métal maintenu en place par ses petites griffes à l'avant. Tous les éléments sont reliés à une petite pièce d'isolant marron. Sur la partie supérieure, on trouve habituellement des lettres et des chiffres, dont j'expliquerai la signification par la suite. On peut aussi voir une tige qui sort de l'appareil. En la faisant tourner, on peut modifier la résistance du composant. Vous pouvez voir qu'une fente est creusée en haut pour un tournevis plat et que des stries sont creusées sur les côtés pour mieux agripper la tige. On peut également l'insérer dans une molette. À la base de la tige, on retrouve une section filetée qui peut être utilisée pour fixer le composant à une plaque. Sur la partie basse, on trouve 3 terminaux. On connecte notre circuit à ces terminaux. Ils peuvent être droits ou courbés selon l'application. Quand on retire le boîtier arrière, on peut voir qu'une piste relie les deux terminaux. Une autre piste forme une boucle connectée uniquement au terminal du milieu. La piste externe est recouverte d'un matériau sombre qui est le matériau résistif. Cette piste ressemble même au symbole de la résistance, ce qui sert de moyen mnémotechnique. Un balai forme un pont entre la piste externe et interne. Il est légèrement chargé par ressort pour assurer une bonne connexion. Comme il est relié à la tige, si on la fait tourner, le balai tourne également. Plus on déplace le balai, plus les électrons ont du chemin à parcourir pour circuler jusqu'à la patte centrale. Et donc, plus la résistance augmente. On peut également inverser les connexions afin que la résistance diminue lorsque la tige pivote. Sur la sérigraphie, on trouve habituellement un K ou un M à la fin, ce qui signifie milliers ou millions. Celui-ci affiche 1 K, ce qui signifie 1000 ohms. Celui-ci affiche 500 K, soit 500 000 ohms. Enfin, celui-ci affiche 1 M, ce qui signifie 1 million d'ohms. Ces valeurs donnent la résistance maximum du composant. La première lettre indique le type de potentiomètre. Le type B est très commun, il s'agit d'une variation linéaire de résistance. Ensuite, nous avons le type A, qui est modèle de variation logarithmique. Et enfin, le type C suit une courbe logarithmique inverse. Cependant, ces lettres peuvent varier suivant le pays, mais aussi suivant le fabricant. Donc, référez-vous à la datasheet du fabricant ou vérifiez les performances avec un multimètre. En parlant de multimètre, ceci est le nouveau multimètre intelligent de Kaiwitz. Nos viewers bénéficient d'une réduction de 15% sur tous leurs outils grâce au code EM15. Je vous laisse un lien vers leur site dans la description. En utilisant la fonction résistance de notre multimètre, on peut voir que ce potentiomètre de 1000 ohms a une résistance d'environ 1000 ohms pour la totalité de la piste résistive. On peut se connecter aux broches 1 et 3 pour mesurer cette valeur, ou alors mesurer directement sur le matériau résistif interne. Vous pouvez voir que la résistance diminue lorsque l'on déplace la pointe. Si l'on trace ces valeurs graphiquement, on note qu'à la moitié de la piste, on a la moitié de la résistance totale. Ce potentiomètre est donc un type B linéaire. La résistance totale de celui-ci est également de 1000 ohms entre les terminaux. Mais on peut noter que la résistance change de manière logarithmique le long de la piste. Celui-ci est aussi à 1000 ohms, mais la variation de la résistance le long de la piste suit une courbe logarithmique inverse.
Les logarithmes sont souvent utilisés pour le contrôle du volume audio car ils correspondent à l'oreille humaine. Les types linéaires sont plutôt utilisés pour des applications du type contrôle de luminosité ou de vitesse de moteur. Ici, j'ai utilisé la version linéaire pour contrôler les couleurs de cette DEL RVB. J'expliquerai le fonctionnement dans la suite de la vidéo. Mais vous pouvez télécharger le fichier du projet PCB gratuitement en utilisant le lien en description, puis commander le circuit imprimé chez PCBWay, notre sponsor. Il vous suffit d'uploader le fichier sur leur site. Les options sont automatiquement sélectionnées, mais vous pouvez toujours les changer, par exemple la couleur du circuit. Validez ensuite votre commande et votre PCB sera livré dans votre boîte aux lettres. Ils sont magnifiques. On n'a plus qu'à souder les composants ensemble et on a un contrôleur RVB. Utilisez mon lien pour avoir une réduction de 5 $ sur votre première commande. Ils ont également une incroyable librairie de projets partagés par les utilisateurs. PCBWay offre aussi les assemblages de PCB, les usinages CNC, les impressions 3D et même la fabrication de tôleries afin que vous puissiez concevoir et construire ce qui vous passe par la tête. Découvrez leur service via le lien en description. On peut trouver ces modèles en version double, qui sont simplement 2 potentiomètres reliés ensemble. Les deux sont contrôlés par la même tige. Ils sont particulièrement utiles pour le contrôle du volume audio en stéréo à 2 canaux. Attention cependant, leur puissance maximale est plutôt basse, 0,2 watts, et ils peuvent être facilement détruits. Ils peuvent être utilisés plus de 10 000 fois et peuvent habituellement pivoter d'environ 270 degrés. On peut les acheter individuellement ou par kit assorti suivant les besoins. Ceci est un potentiomètre multitour. Ils peuvent avoir différentes tailles et possèdent généralement une section filetée pour le montage. La longue tige permet d'y ajuster une molette. Celui-ci est une version 10 tours, ce qui veut dire que la tige peut tourner 10 fois. Cela nous donne un contrôle très précis de la résistance. Habituellement, ils peuvent supporter plus de puissance. Celui-ci peut être utilisé plus d'1 million de fois. On peut noter que le corps est bien plus allongé que celui d'un potentiomètre rotatif traditionnel. C'est parce qu'à l'intérieur se trouve une piste en spirale de résistance fixe. Elle se connecte aux terminaux en haut et en bas. Au centre, connecté à la tige, un curseur peut se déplacer librement de haut en bas sur une piste conductrice. Elle est également isolée de la tige. La piste conductrice se connecte à un terminal circulaire à la base qui permet à la tige de pivoter. Le connecteur flexible assure une connexion permanente. Le curseur pivote avec la tige. Le curseur en plastique est équipé d'une rainure qui s'encastre dans la bobine résistive. Quand la tige pivote, la rainure va donc suivre la courbe de la bobine et ainsi se déplacer de bas en haut lorsque la tige pivote. Un petit bras à ressort dépasse du curseur et frotte contre la bobine. Il est également en contact avec la piste conductrice, fournissant un chemin pour les électrons et permettant de n'utiliser qu'une partie de la résistance totale. Celui-ci a un diagramme de connexion sur son boîtier, montrant que la résistance fixe est connectée entre la broche centrale et celle de droite. Le balai est connecté à la broche de gauche. À l'arrière, on lit la résistance maximum, 5000 ohms. Les potentiomètres à glissière ressemblent à cela. On fait glisser le curseur pour ajuster la résistance. Ils possèdent souvent un cache flexible pour les protéger de la poussière. À l'intérieur se trouve une piste résistive et une piste conductrice. Le balai forme un pont entre ces deux pistes. Déplacer le curseur fait bouger le pont et change la résistance. Les 3 broches sont parfois numérotées sous le composant, mais pas toujours. Nous avons aussi une version à 6 broches qui possède 2 couples de pistes à l'intérieur. Concrètement, ce sont 2 potentiomètres à glissière collés ensemble. Habituellement, d'autres broches sont présentes, uniquement pour pouvoir monter le composant. Vérifiez sur la datasheet le schéma des broches ou utilisez un multimètre. Des lettres et des chiffres sont imprimés en dessous. Les premières lettres nous donnent le type de variation. Les chiffres nous donnent la résistance maximale. Celui-ci affiche 103, ce qui veut dire 10 avec 3 zéros, qui veut dire 10 000 ohms. Celui-ci affiche 100K, ce qui veut dire 100 000 ohms. Habituellement, ils ont une puissance nominale assez basse et sont prévus pour au moins 10 000 réglages. Les potentiomètres trimmer ressemblent à cela, et leur symbole est celui-ci. Ils sont plus petits et sont uniquement utilisés pour calibrer des circuits avec des ajustements occasionnels. En son centre, on trouve une partie rotative avec une fente pour tournevis ou un bouton avec une flèche. Ces composants ne permettent pas une rotation complète, ils sont donc moins précis que les composants multitours. J'expliquerai cela un peu plus loin. Attention car ils ont une puissance nominale assez faible. Ils sont fragiles et ne sont conçus que pour des ajustements occasionnels. À l'intérieur, une piste résistive relie les 2 bornes d'extrémité.
Une plaque circulaire conductrice est connectée au terminal central. Un petit balai, maintenu en place par un rotor, relie les deux pistes. Sur cette version, on peut voir la piste résistive connectée aux deux bornes d'extrémité. Le balai frotte contre cette piste lorsqu'on le fait pivoter. Il est aussi connecté à la broche centrale sur la borne du milieu. Parfois, un petit diagramme est imprimé sur le composant, mais la broche non alignée est souvent celle du balai. C'est facile à tester avec un multimètre. Ces versions plus petites ont un nombre à 3 chiffres imprimés dessus. Les deux premiers sont les chiffres significatifs, et le troisième indique combien de zéros il faut y ajouter. Par exemple, celui-ci affiche 1, 0, 1, ce qui veut dire 10 avec un 0 derrière, soit une résistance de 100 ohms. C'est la résistance maximale de ce potentiomètre. Celui-ci affiche 2,04, soit 200 000 ohms. Les potentiomètres trimmer multitour ressemblent à cela. Habituellement, ils ont une petite vis métallique que l'on peut utiliser pour ajuster la résistance très précisément. La vis peut faire plusieurs tours. Ces versions verticales ont une piste résistive entre les deux broches d'extrémité, avec un conducteur circulaire au milieu, connecté à la broche centrale. Un balai relie les deux, connecté également à un disque en plastique dentelé sur son pourtour. Le filetage du cylindre sur la vis s'engraine avec ce disque. Quand on fait tourner la vis, le disque pivote et donc le balai aussi, ce qui modifie la résistance avec précision. On a donc plus de précision qu'avec des versions monotours. Celui-ci a un petit schéma de brochage imprimé sur son boîtier. Juste au-dessus, on trouve les chiffres 1, 0, 2, ce qui veut dire un 10 avec 2 zéros après, soit une résistance maximum de 1000 ohms pour cette version. Cette version horizontale possède une vis sur le côté. Celui-ci a un schéma de brochage imprimé sur le boîtier afin que nous sachions à quoi correspondent les broches. À l'intérieur, on trouve une piste résistive et une piste conductrice, maintenues en place sur une base en céramique. Le balai entre les deux pistes est maintenu en place par un curseur. Ajuster la vis déplace le curseur dans un sens ou dans l'autre grâce au filetage, changeant la résistance très précisément. La résistance est indiquée ici par ce nombre. Ici, il indique une résistance maximum de 1000 ohms. Avec tous les potentiomètres, vérifiez la datasheet du fabricant pour avoir le diagramme de connexion, la puissance nominale, la tension, le nombre d'utilisations et le type de variation. Sur la plupart des composants, on peut trouver un numéro d'identification imprimé, ce qui permet de chercher la datasheet en ligne. Vous pouvez également vous procurer un mug d'Engineering Mindset pour aider à soutenir la chaîne. Retrouvez un lien dans la description. On utilise les potentiomètres en tant que diviseur de tension ou limiteur de courant. Pour un diviseur de tension, on connecte l'alimentation entre les deux broches des extrémités et le balai se connecte à la broche centrale. Cette broche fournit alors notre tension de sortie. Si l'on connecte notre multimètre entre cette sortie et la masse, on peut voir que la tension de sortie varie lorsqu'on fait pivoter la tige. Si l'on utilise la fonction ohmmètre et que l'on se branche sur les deux broches d'extrémité, la résistance reste constante car on mesure la résistance totale de la piste. Mais si on se connecte entre la broche de gauche et la broche centrale, on peut voir la résistance varier. On peut donc utiliser juste une portion de la résistance totale. Ici, la pile impose une tension de 9 volts sur la borne positive et la borne négative est à 0 volts. Donc lorsqu'on la connecte aux deux bornes d'extrémité, la tension doit baisser de 9 à 0 sur toute la longueur de la piste. Quelle que soit la taille de la piste, la même chute de tension sera observée, mais avec un rythme différent. Prenons une piste de résistance totale de 900 ohms. On peut diviser cette piste en 9 segments de 100 ohms chacun. Les électrons traverseront cette piste d'un côté à l'autre. Donc le courant sera le même en tout point de la piste. Pour trouver la tension en n'importe quel point, on calcule simplement la chute de tension. On commence avec 9 volts. Le segment 1 a une résistance de 100 ohms. Le courant multiplié par la résistance nous donne 1 volt. Il nous reste alors 8 volts. Le segment 2 a aussi une résistance de 100 ohms. Il provoque donc aussi une perte de 1 volt. Mais comme il n'avait que du 8 volts en entrée, il ne nous reste que 7 volts à la sortie de ce segment. Ce phénomène se reproduit jusqu'à ce qu'on arrive à 0 volt à la fin de la piste. Nous connaissons maintenant la chute de tension en tout point de la piste. Prenons maintenant notre balai pivotant et connectons-le à la piste.
Cela nous permet de nous positionner à l'endroit avec la tension exacte dont nous avons besoin. Comme on n'utilise qu'une partie de la résistance totale, on n'utilise qu'une partie de la chute de tension. C'est parfait pour les applications de contrôle de signal, mais ça l'est moins pour une alimentation électrique, car dès que l'on connecte une charge en sortie, la résistance de la charge crée un chemin parallèle pour le courant, ce qui provoque une chute de tension. On peut également utiliser des potentiomètres pour le contrôle du courant. On les appelle alors des rhéostats. Les potentiomètres n'ont qu'une faible puissance nominale alors que les gros circuits ont besoin de rhéostats spécifiques ressemblant à ceux-ci, qui sont généralement beaucoup plus gros et peuvent gérer plus de puissance. On connecte simplement l'alimentation entre l'une des broches des extrémités et celle du centre. Les électrons vont circuler le long de la piste, puis à travers la broche centrale, car c'est la seule sortie disponible. Déplacer le balai change la distance à parcourir pour les électrons pour atteindre la sortie. La chute de tension se produit sur cette distance. Plus la distance est grande, plus les électrons rencontrent de résistance, ce qui réduit le courant. Pour une piste de 900 ohms, on peut la diviser en 9 segments. On connecte le positif de la source 9 volts à une extrémité et la masse à 0 volts au balai. Tous les électrons doivent circuler dans le balai. La chute de tension reste la même entre ces deux points où qu'on positionne le balai sur la piste. Sur le segment 1, on n'utilise qu'une petite partie de la résistance totale, donc le courant est très élevé. Au segment 2, la résistance double, donc le courant est divisé par 2. Le courant continue à diminuer au fur et à mesure que l'on avance sur la piste résistive jusqu'à ce qu'on atteigne la fin, où le courant est au minimum. Attention cependant, si vous déplacez le balai au tout début de la piste, la résistance est très faible, voire inexistante, ce qui entraînera une décharge quasi complète de la batterie et un courant important à cet endroit. On peut utiliser ce circuit pour contrôler la luminosité d'une DEL. Connecter simplement une DEL à une résistance de 350 à 400 ohms, connecter un potentiomètre et utiliser une batterie de 9 volts. Le circuit devrait ressembler à cela. Quand on tourne la tige, on peut changer le courant et cela modifie la luminosité de la DEL. On a besoin de cette résistance pour limiter le courant maximum dans le circuit. C'est juste au cas où nous déplaçons le balai trop loin pour éviter une surcharge de courant et la destruction de la DEL. Les DEL RVB sont juste 3 DEL séparées combinées, une rouge, une verte et une bleue. Donc, si l'on contrôle la luminosité de chaque DEL, on peut créer n'importe quelle couleur. Vous pouvez télécharger gratuitement mon fichier PCB et le commander pour faire la même chose chez vous. Ce circuit est plutôt simple, j'ai simplement utilisé ces valeurs de composants et je laisserai la liste en description. Regardez l'une de ces vidéos pour en apprendre plus sur l'ingénierie électronique et je vous y retrouve pour la leçon suivante. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et sur le site engineeringmindset.com.